marche. Bonsoir à toutes et tous. Je veux dire, ça fait particulièrement plaisir de voir aussi nombreuses et nombreux. Dans le cadre d'un événement plus large, Alternativa, je remercie sincèrement toute l'équipe d'organisation, largement bénévole d'ailleurs, qui a proposé un programme assez, je dois dire, exceptionnel et à la hauteur des enjeux qui nous préoccupent, je pense certainement, toutes et tous ici présents et bien d'autres personnes. Je suppose qu'on est je suis devant l'auditoire, où en tout cas les gens sont d'accord qu'on a un gros problème, un gros défi à relever ensemble, et qui doit nous mobiliser à la fois collectivement et individuellement. De dire aussi que face aux effets du changement climatique, on n'est pas égaux. Les gens n'ont pas les mêmes ressources pour y faire face. Il y a des gens qui ont plus de moyens au sens financier ou autre, qui peuvent plus facilement aller là où il fait plus frais, par exemple, ou échapper à certains effets immédiats. Mais en fin de compte, on est quand même tous dans le même bateau. Alors, je suis un élu d'un gouvernement local, d'une ville, Genève. Je suis évidemment aussi un être humain et un citoyen qui suit l'actualité. Et parmi les nombreuses informations qui sont préoccupantes, il se trouve qu'à une époque, je le fais un peu moins malheureusement, j'aimais bien faire des randonnées ou des promenades dans notre belle nature suisse. Les glaciers, on savait déjà qu'ils se réduisent à une vitesse effrayante. Mais j'ai vu que beaucoup de chemins de randonnée en altitude doivent être fermés maintenant, parce que le sol n'est plus stable avec la fragilisation du permafrost, le gel permanent qui tient les rochers. Les montagnes vont changer. Et puis l'autre, c'est les forêts du Jura qui sont en train de s'assécher et d'être abattues à grande échelle. Alors, il y a plein d'autres informations préoccupantes, ici et ailleurs. J'aimerais citer l'écrivaine Marie Dariussec qui disait récemment « Pour moi, il y a 3 grands sujets contemporains. La migration de masse, le réchauffement climatique et l'organisation de la surveillance généralisée. » Et elle ajoutait « Ces 3 sujets sont liés et nous préparent un monde pas vraiment meilleur. » J'y ajouterai à titre personnel la montée des inégalités. Et je dirais que finalement, nous avons les 4 faces d'un même dé, au sens d'un dé de jeu. Alternativa m'a proposé d'introduire cette table ronde intitulée « Comment accélérer les changements de comportement face à l'urgence climatique ». Si vous espériez une réponse toute faite, je vais vous décevoir, je ne l'ai vraiment pas. Et pourtant, elle est essentielle, elle est préoccupante, comme j'ai dit, comme responsable politique, comme citoyen. Je n'ai pas la réponse, mais j'ai une conviction qu'il faut assumer le fait que c'est une question complexe, face à laquelle nous devons construire des réponses capables de prendre en compte cette complexité. Parce qu'in fine, pour le dire un peu brutalement, elle implique de nous faire changer de rêve. Comme l'a fait remarquer à juste titre l'ingénieur français Jean-Marc Jancovici. Changer de rêve, puisque le rêve historique des êtres humains, le rêve prométhéen, qui nous anime inconsciemment en bonne partie, avoir le plus possible de tout et tout de suite, nous mène forcément à une perte collective. Et changer de rêve, c'est certainement une des choses les plus difficiles qui soient. Ça dépasse largement le champ de l'économie, des ressources, la croissance du PIB, de projets concrets. Ça embrasse l'humanité dans son ensemble et chacun et chacune d'entre nous. Donc je disais un problème de complexité rare. À partir de là, chacun de nos compétences, chacune de nos ressources, on doit bouger. Il se trouve que, comme je disais, je suis élu d'une ville. Les villes, c'est passionnant parce que nous sommes au bout de la chaîne de décision institutionnelle, en Suisse par rapport au canton et à la Confédération, mais c'est la même chose dans les autres pays. Mais nous sommes aux premières loges de tout. Les mouvements migratoires, les inégalités, et bien sûr, pour large partie, les effets du changement climatique, ne plus que parce que les êtres humains, en général, quand ils bougent par nécessité ou par choix, vont vers les villes, et la plus grande partie de l'humanité vit déjà dans les villes. Alors une ville comme Genève, deuxième ville de Suisse, une ville minuscule à l'échelle internationale, c'est 200 000 habitants la ville, le canton 500 000, l'agglomération à peine 1 million. Alors des mesures ou des projets, il y en a déjà depuis un certain nombre d'années, je ne dis pas ça pour dire qu'on fait tout juste, mais il y en a déjà un certain nombre, dans plein de domaines, à commencer par le fait que nous essayons de sensibiliser nos concitoyennes et concitoyens, mais pas au sens de les culpabiliser, mais au sens de les soutenir dans leur propre réflexion. C'est notamment actif, c'est le service qui coordonne ces politiques, ce service Agenda 21 Ville Durable, où s'élaborent et se coordonnent ces politiques.
Typiquement, 5 priorités ont été énumérées, listées et documentées, à des exemples très concrets, de manière très pédagogique. Je minimise mes trajets en avion, je me déplace à vélo en transport public ou à pied, je mange plus souvent végétarien, je chauffe de façon sobre et efficace, je partage, j'échange, je crée et je répare. Alors évidemment, la ville ne peut pas se contenter de dire aux gens quoi faire, même de manière pédagogique, elle doit agir elle-même. J'aimerais insister sur ce point parce qu'autant chacune d'entre nous, on a réellement une contribution à faire en termes de changement d'habitude, autant ce serait particulièrement pervers de ramener tout à une culpabilisation individuelle. Il y a aussi des effets structurants, typiquement pour une ville comme la nôtre, assainir énergétiquement ses bâtiments, et on a un large parc de bâtiments, la ville a vraiment un parc de bâtiments énorme, et on est dessus, ça ne doit peut-être pas assez vite, mais on est dessus. La gestion des déchets, le fonctionnement même de l'administration, et ainsi de suite. La végétalisation de l'espace public, sujet qui vient de nous préoccuper le conseil municipal, sujet très chaud, c'est le cas de le dire. Et puis il y a très vite des limites de ce qu'on a le droit de décider. Je vous donne un exemple, une zone 30, une zone 20, une zone piétonne, un petit signal, un passage piéton, on ne peut pas le faire en ville de Genève sans l'autorisation du canton. Et jusqu'à récemment, c'est en train de changer heureusement, mais c'est lent, le canton n'était objectivement pas très aidant, je suis très poli là, pour des mesures de réduction de mobilité par rapport à l'invasion automobile massive qu'on vit quand même encore dans notre ville. On n'a aujourd'hui pas quasiment de zone piétonne à Genève. On est la seule ville de Suisse. On a un retard massif, alors on monte à l'arraché, mais disons qu'on vient de loin. Alors il y a plein d'autres choses, je ne vais pas citer toutes les mesures, mais disons ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on valorise ce qu'on fait, on doit surtout renforcer, accélérer, développer, multiplier ces mesures. Et la prise de conscience, elle existe quand même, puisque le conseil municipal, donc le Parlement de la ville, a voté le 16 mai, cette année, donc 16 mai 2019, une résolution sur l'urgence climatique. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de parlements qui l'ont fait. La résolution dit en gros, elle demande à l'exécutif d'évaluer s'il faut déclarer l'urgence climatique et de présenter un plan d'action dans les 6 mois, ce qui nous amène vers le mois de novembre. C'est intéressant qu'il y ait eu la quasi-unanimité du Parlement, ce qui est rare dans notre Parlement. J'attends certains groupes politiques au contour, qu'on viendra avec des mesures concrètes. Et je ne parle pas de fiction, puisqu'au Parlement fédéral, dans les élections fédérales, excusez-moi cette minute un peu plus politique, on est quand même dans un domaine ultra politique, les groupes qui disent en théorie il faut bosser ce changement climatique, en ceux qui font des propositions complètement scabreuses qui ramènent ça à un problème de migrants, ce qui est évidemment immonde, et d'autres qui font semblant, mais le jour où on a des mesures concrètes sur la taxe CO2, sur les accords de Paris, ils votent non. Les fronts se recréent. Mais au moins, disons, le fait qu'ils aient voté à la quasi-unanimité, ça les place devant la responsabilité le jour où on viendra avec des projets concrets. Et je viens de me mettre d'accord avec mes collègues de Lausanne et de Zurich pour introduire à l'Union des villes suisses, qui est notre bassin commun des villes, le fait de faire une coordination de nos actions, parce qu'ensemble on est plus fort, et nous ne sommes pas les seuls en Suisse, puisque typiquement aux États-Unis, ce sont des maires républicains et démocrates qui ont rappelé qu'il fallait respecter les accords de Paris sur le climat face à Donald Trump, qui veut les ignorer. Après, pour aller plus loin, c'est que nos repères habituels sont trompeurs. Nous avons plus ou moins tous grandi avec l'idée que plus quelque chose est rare, plus il est cher. Mais ça ne serait pas dans l'évolution des coûts des prix de l'énergie. Donc les indicateurs économiques existants ne nous ont pas aidés, ils nous induisent même en erreur. Donc on parle de comportement, je disais même qu'on va changer de référentiel, de rêve, parce que les repères habituels dans une société démocratique qui prône plutôt plus de liberté et pas trop de contraintes, on va dans un sens qui peut être perturbant, voire inquiétant. Le défi est considérable. Comment expliquer aux gens qu'on veut continuer à avoir la qualité de vie, du lien social, une cohésion, un progrès au sens qualitatif, tout en réduisant les surfaces disponibles, en réduisant certains types de mobilité comme l'avion ou la voiture, en changeant les pratiques de nourriture, en mangeant moins de viande. Il y a un énorme travail de pédagogie et de conviction, parce que si on impose des mesures, parfois il faudra les imposer, mais si on se contente d'imposer des mesures, vous avez vu en France, les gens qui se sentent défavorisés sur la vote, c'est le gilet jaune. Et c'est contre-productif. On doit impliquer les gens, on doit les faire participer, on doit les responsabiliser et chercher des solutions avec eux, avec elles, parce que si on impose de haut, en gros, c'est un peu un cliché, mais c'est aussi la réalité, si on a l'impression que c'est des élites qui décident pour les autres, ça ne va pas le faire. Pour terminer et pour revenir en Suisse, si on parle de mobilité, ça parle à tout le monde, comment on se déplace. L'avion, Genève, a remplacé Swissair à l'époque par EasyJet. Qui a déjà pris EasyJet récemment à la salle de la main depuis Genève? C'est quand récemment? Je parle les 3 derniers mois. Oui, il y en a un peu plus. Il y en a pas mal, moi y compris. Hein.
Une fois j'ai pris l'EasyJet et une fois j'ai pris le train pour aller à Berlin. Voilà. J'adorais le train. Mais pour 2 jours, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc, il y a une réflexion individuelle, chacun sur son bilan carbone au sens large. On parle de la taxe, enfin en Suisse, sur les billets d'avion. Mais je vois déjà les réactions, c'est injuste, parce que ceux qui ont les moyens de la payer, et les autres. Mais si les billets d'avion coûtaient l'empreinte écologique de chaque vol, alors que le train doit payer une bonne partie de ses charges, on aurait enfin un débat un peu plus équitable. L'avion ne paye pas ses charges, du tout. Donc là, il faut aussi expliquer aux gens comment ça fonctionne. Parce que sinon, on a juste une rébellion du genre, c'est injuste, c'est asocial. Alors là où on peut taper, je pense, sans vergogne en termes, alors où on ne tape pas les défavorisés, les favorisés, j'ai vu qu'une fois plus, le nombre de voitures de grosses cylindrées explose, les immatriculations, les 4x4. Il y a pas mal d'années, j'étais un jeune député naïf, j'ai présenté au Grand Conseil du Parlement cantonal une motion qui voulait juste évaluer l'impact des 4x4. Je me suis fait insulter comme rarement dans ma carrière politique. Parce qu'on touchait vraiment à la liberté individuelle. Et là, au moment où on touche les riches, on est plus à l'aise. Donc on voit, moi, je dirais, au-delà de l'action institutionnelle, donc les villes, bien sûr les cantons, la Confédération, qui doivent bouger sur la responsabilité des politiques structurelles, transport, industrie, etc., énergie, par rapport aux gens, pour éviter le côté culpabilisant ou justement asocial, on doit absolument trouver des moyens de travailler avec les gens, de les convaincre, et ça va être beaucoup plus pédagogique aussi sur les résultats de ce qu'ils font et les solutions. J'ai même vu la télé-romande, et je rendrai la parole à M. Zerbini là-dessus, une émission avec des familles qui ont reçu la visite de personnes qui les conseillent dans leurs habitudes de vie. C'est participatif, et je pense que ça ne résout pas tout, mais le fait d'impliquer les gens, là je reste optimiste, comme disait Gramsci, j'aime bien citer Gramsci, le pessimisme, la réalité, mais l'optimisme, la conviction. Donc je pense qu'on peut encore y arriver, mais c'est vrai qu'on doit se dépêcher. Donc je souhaite un débat passionnant et inspirant, et je suis aussi curieux. Je dois malheureusement retourner au Parlement de la ville, justement, à vélo, bien sûr, à l'autre bout de la ville, mais je me réjouis déjà d'entendre ce qui va se dire aujourd'hui. Bonne soirée à toutes et tous. Merci à Sam Canaan. Est-ce que vous m'entendez aussi? Parce que vous avez un micro. Je pense que ça, vous m'entendez. Donc, je m'appelle Adrien Zabit, c'est moi qui ai modéré la soirée, enfin le débat. Je vais juste rapidement me présenter. Moi, je suis journaliste scientifique à la RTS. Je travaille à la Première. Et je pense juste pour raconter une anecdote pour aussi situer le débat du jour. J'ai commencé à travailler dans l'environnement à la Première en 2000. Et je ne sais pas si vous connaissez un peu la Première, mais souvent en été, on teste des émissions. Il y a des ruptures de grille en été et on teste des émissions. Et en 2000, on était quelques journalistes à dire ok, on va faire une émission sur le changement climatique et l'urgence climatique. Et je me rappelle, on avait même proposé comme titre Jusqu'ici tout va bien, parce qu'il fallait des titres positifs. Et au moment où on a présenté ça, nos cadres nous ont dit oui, mais en fait, est-ce qu'on est bien sûr qu'il y a un réchauffement climatique? Vous êtes sûr de ça? Et puis est-ce qu'on est sûr que c'est dû aux activités humaines? Et c'était nos chefs. Et on était atterrés, on a discuté avec eux, et puis on leur a montré les études, tout ça. Ils étaient assez convaincus de l'idée. Donc après, on a créé l'émission, juste après, on a créé une première émission qui s'appelait Atlas. Donc ça veut dire que début 2000, on a commencé à parler d'environnement à la RTS. Mais si à cette époque-là, et donc nos cadres nous ont suivis et ont compris, et donc on s'est dit, naïvement, on explique aux gens, on leur dit ce qui se passe, et puis ils comprennent. Donc il y a 20 ans, ça fait 20 ans presque maintenant, si on nous avait dit, dans 20 ans, les changements n'auront pas changé de manière radicale, ça veut dire que tous les indicateurs seront pareils, ça sera business as usual pour ce qui est de la planète, c'est-à-dire tout continuera exactement pareil. Tout ceci après un film qui est en 2006, Valérie qui dérange, qui a fait un tabac où les gens se sont rendus compte de ce qui se passait, parce qu'en 2000, les accords de Kyoto étaient passés, mais on peut encore dire que les gens ignoraient encore certaines choses. En 2006, il y a eu la Valérie qui dérange, en 2007, il y a eu le prix Nobel pour le GIEC. Et maintenant, tout ça, c'est une vieille histoire. Et pourtant, eh bien, on a l'impression que, en tout cas au niveau mondial, la prise de conscience ne se fait pas, les choses ne changent pas. Donc, il y a toutes sortes d'hypothèses. Il y a des hypothèses économiques qui disent voilà, c'est un système économique presque multinational. Et puis ce soir, on va s'intéresser à une autre piste qui est vraiment très intéressante, qui est la piste du cerveau, de nous en fait. C'est-à-dire comment on est câblé. Rêve prométhéen, comme disait M. Canaan, c'est-à-dire comment notre cerveau est câblé pour fonctionner d'une certaine manière et puis a du mal à fonctionner d'une autre manière.
Alors, ce qui tombe bien, c'est que je vais vous présenter maintenant les intervenants de la table de ce soir, parce qu'ils travaillent dans ce domaine, chacun d'une manière assez différente, donc ça va être vraiment intéressant. Au bout de la table, Daniel Chapon, qui est professeur de littérature française et membre du Centre interdisciplinaire de durabilité à l'Université de Lausanne. Je vous expliquerai entre autres ce qu'on fait dans ce centre, et qui est donc la littéraire de l'équipe. Non, pas de service. De l'équipe. À votre droite, c'est Tobias Broch, qui est professeur de psychologie du développement durable à l'Université de Genève. Donc il y a déjà une chaire de psychologie du développement durable à l'Université de Genève qui a été créée pour et par vous, on peut dire. Voilà. Et puis à votre droite, c'est Sébastien Boller, qui est docteur en neurosciences, rédacteur en chef du mensuel Psycho et Cerveau, auteur d'un ouvrage que vous avez peut-être vu passer qui s'appelle Le bug humain, et qui précisément s'intéresse à ce rêve prométhéen, ou à la manière dont notre cerveau ne serait pas forcément câblé pour affronter cette urgence climatique. Mais en fait, Sébastien Boller, vous commencez votre livre par le fait de nous rappeler que notre cerveau est extrêmement performant. On va partir sur cette idée-là. Et puis je pense qu'après, on va entendre chacun des intervenants, je vous explique 5 minutes après chacun, puis après on va commencer à discuter tous ensemble, et puis avec vous en dernière partie, si ça vous va. Alors, il faut allumer le micro, et puis on espère que ça marche. Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité, c'est un grand plaisir que je suis là ce soir. Et oui, c'est vrai, notre cerveau est extrêmement performant. J'ai passé, moi, on va dire, 20 ans de ma vie, à la fois d'abord dans les laboratoires de recherche sur le cerveau, puis en tant qu'auteur et journaliste, à raconter à tous les gens que je rencontrais, à nos auditeurs, à nos lecteurs, que le cerveau est l'organe le plus merveilleux de l'univers, c'est vrai, le plus complexe sans doute. On a inventé la roue, la charrue, les cathédrales, on a peint la chapelle Sixtine, enfin l'espèce humaine a pu se considérer comme un aboutissement de l'évolution avec cette émergence de la conscience, de l'esprit, du sens de l'esthétique, de la créativité. Et on est tellement intelligent qu'on est la seule espèce capable de détruire toute une planète, donc ça c'est une belle performance aussi. Moi c'est ça qui au bout d'un moment m'a fait prendre conscience que finalement je ne pouvais plus continuer à jouer l'enthousiasme de service sur le cerveau, il y avait un problème quelque part. Il m'a touché de plein fouet moi déjà dans mon environnement que j'aime, parce que je vais depuis ma plus tendre enfance sur une île qui s'appelle l'île Dieu, qui est au large de Nantes, dans l'océan Atlantique, et j'ai vu reculer les dunes, j'ai vu les poissons s'appauvrir, les chalutiers déposer le bilan, l'environnement qui changeait de façon directe, et puis se pose la question de la transmission, est-ce qu'on pourra transmettre ça à ses enfants quand il y a une maison qui est à 70 cm au-dessus du niveau de la mer, les enfants peut-être, les petits-enfants beaucoup moins. Et puis il y a eu les accords de Paris récemment avec cet objectif des 2 degrés, et puis on sait très bien que ce sera probablement 3-4. Et que l'élévation des océans, ce sera probablement plusieurs dizaines de centimètres, peut-être plus. Et il y a des fourchettes qui sont parfois bien au-delà de ça. Et donc, l'avenir semble à la fois sombre et à la fois perçu avec acuité, parce que c'est vrai qu'on a des outils de mesure tellement performants. C'est incroyable ce que peut faire la science humaine. On peut vraiment savoir à quoi ressemblera le monde probablement dans une centaine d'années. Il y a une technique fabuleuse qui est là, et il y a la conscience, on sait. Mais c'est vrai, vous l'avez dit, en gros, rien ne bouge. Alors, il y a des frémissements, il y a des prises de conscience. Moi, quand j'entends prise de conscience, j'attends prise d'action, parce que la conscience, en neurosciences, on sait que c'est pas forcément agissant. On est capable de savoir beaucoup de choses et de ne pas bouger. Et moi, c'est ça qui m'a frappé, c'est de me dire, mais comment est-ce qu'on peut savoir et à ce point continuer exactement dans la même direction. Aujourd'hui, on ouvre une centrale de charbon par semaine en Chine. Aujourd'hui, il y a les relevés de la biomasse des insectes en Allemagne qui montent des baisses de 80%. On est dans une 6e extinction de masse. Mais en gros, moi, je continue à vivre comme tous les jours. Je mange un peu moins de viande. C'est vrai, je prends moins l'avion, mais qu'est-ce que ça va changer? On se dit qu'on est une goutte d'eau dans l'océan par rapport aux masses gigantesques de la Chine, du sous-continent indien, de l'Afrique qui va arriver. Que faire? Alors, moi, je me suis dit, il y a quand même un problème avec l'humain. Le cerveau humain est à la fois terriblement intelligent et complètement stupide pour aller droit dans le mur en connaissance de cause. Donc, mon réflexe en tant que neuroscientifique, c'est de me dire, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans notre cerveau. Où est-ce que ça se situe? Et donc,
en creusant, en ramassant toutes les recherches qui ont été faites dans le domaine de la recherche du plaisir, de ce qui nous motive par opposition à la raison qui est capable justement de transformer la conscience en acte, je suis arrivé à une conclusion qui est assez terrible, c'est que finalement notre cerveau n'est peut-être pas l'organe le plus fantastique de l'univers, c'est peut-être le pire. C'est-à-dire qu'il a une puissance démesurée qui lui vient de sa technologie, mais il a des désirs qui sont en fait toujours très bruts et très primitifs. Et grosso modo, le portrait que je dresse dans cet ouvrage, c'est un cerveau qui est composé en gros de deux grands territoires. Il y a d'une part la partie externe du cerveau, qui s'appelle le cortex cérébral, qui est capable d'abstraction, de planification, de coopération. C'est ce cortex qui nous donne des outils pour inventer des smartphones, des écrans en plasma, des automobiles, des avions. Et puis, au fond du cerveau, tout au centre en fait, et ça c'est lourd de sens, parce que quand on parle de ce qui est au centre du cerveau, on parle de ce qui est ancien à l'échelle de l'évolution des espèces. Il y a un système neuronal qu'on appelle parfois le système de récompense ou le striatum, vous voyez, le striatum ventral notamment, c'est une partie du cerveau qui guide nos désirs. Et guide nos désirs comment? Je schématise, mais en nous donnant une molécule qui s'appelle la dopamine, qui donne effectivement du plaisir. Et il nous donne de la dopamine quand on fait un certain nombre de choses. Et quand on regarde quelles sont les actions qui nous donnent de la dopamine, et bien finalement elles se résument à peu de choses. C'est systématiquement des comportements qui nous ont aidés à survivre en des temps très reculés. Ça va être manger, ça va être se reproduire, ça va être acquérir du statut social, ça va être glaner de l'information dans notre environnement, et puis ça va être faire le moins d'efforts possible. Il y a même des neurones qui ont été découverts et qui s'activent quand on minimise nos efforts. Et ils libèrent de la dopamine. Donc quand vous avez le choix entre prendre la voiture ou marcher, ou prendre votre voiture confortable individuellement pour ne pas attendre ou faire du covoiturage parce qu'il faut attendre, c'est compliqué, ces neurones-là, c'est très simple, ils vous donnent de la dopamine quand vous faites, c'est plus facile. Et si on balaye ces grands besoins, on comprend très bien comment ils se sont mis en place. Manger, évidemment, depuis des millions d'années, les animaux qui ne se nourrissent pas sont passés à la trappe de l'évolution. Il y a quelque chose qui est fondamental à comprendre, c'est que manger, au Paléolithique, il y a 600 000 ans, il y a 1 million d'années, ça voulait dire ne pas se limiter. Parce que quand vous trouviez une proie, un gibier, vous n'étiez pas sûr d'en trouver un autre avant plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc être capable de manger autant que possible quand l'occasion se présentait, c'était un passeport pour la survie. Et ce réflexe de prendre tout ce qu'on peut dans l'instant, évidemment, a été sélectionné à ce moment-là. Et c'est quelque chose de très très robuste. Et ça s'est transmis jusqu'à aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus au Paléolithique, on est dans une société de pléthore, parce que le cortex cérébral qui est arrivé bien après, elle a inventé la charrue, l'agriculture, l'élevage, l'agriculture intensive, les pesticides, les organismes génétiquement modifiés, tout ce que vous voulez, les engrais. Et aujourd'hui, on vit dans une société où il y a qu'à cliquer sur un bouton pour avoir autant de nourriture à disposition qu'on le souhaite. Et le problème, c'est que notre système du plaisir, un système à dopamine, qui a été conformé pour fonctionner sans limite, il n'a pas appris à se limiter. Donc le résultat, c'est l'épidémie mondiale d'obésité. Aujourd'hui, l'OMS nous dit qu'on meurt plus des conséquences du surpoids et de l'obésité que de la faim dans le monde. Parce que ce système n'a pas appris à s'auto-limiter. Parce qu'il s'est mis en place sur des échelles de temps qui sont beaucoup plus vastes que le petit claquement de doigts dans lequel on doit réagir maintenant. On peut continuer comme ça. Le deuxième besoin de se reproduire, le sexe. Autrefois, au Paléolithique, les relations sexuelles, ça courait pas les rues. Vous viviez dans des groupes de quelques dizaines d'individus, c'était très hiérarchique. Vous ne pouviez pas non plus aller défier le chef à tout bout de champ pour lui demander le droit d'avoir des relations avec les femelles qui restaient souvent quand même dominées à cette époque-là. Et le problème, c'est que donc, aujourd'hui, on a une société de pléthore avec Internet, avec des sites de rencontres, avec des sites pornographiques. Et ce système qui en demande toujours plus, ça aboutit à la situation qu'on est, c'est 136 milliards de vidéos pornographiques visionnées à l'année par l'humanité. Et c'est 35% en termes de quantité de données du trafic Internet global, lequel, en termes de gaz à émissions de gaz à effet de serre, a dépassé le trafic aérien. Donc il y a un petit instinct comme ça qui est lié à la transmission de nos gènes, qui s'est façonné sur des centaines de milliers d'années, qui aujourd'hui, c'est une part importante, finalement, de dégâts que cause à la planète. Je ne vais pas tous les passer en revue, juste le besoin de statut social, aujourd'hui,
Évidemment, le besoin de statut social, quand vous viviez dans un groupe d'hominidés, d'Homo erectus ou d'Homo habilis, même d'Homo sapiens au début, il y a 200 000 ans, le statut social, c'était la garantie d'avoir accès à plus de nourriture, à plus de partenaires sexuels. Donc si vous aviez un système à dopamine qui vous récompensait par du plaisir à chaque fois que vous grimpiez les échelons sociaux, eh bien c'était sélectionné parce que vous aviez plus de chances de survie. Donc là aussi, la prime en termes de dopamine à la recherche de statut et d'importance est très puissante. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher une automobile suréquipée pour avoir une option de plus que le voisin. C'est même une stratégie de marketing qui a été formalisée il y a plus d'un siècle déjà par l'administration Hoover aux États-Unis pour relancer la production à l'époque. Donc les gens se disent j'ai une voiture, mais il m'en faut une deuxième pour être mieux que le voisin. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une façon d'acquérir du statut social comparativement, un peu plus de likes que le voisin, de façon totalement démocratisée, pour que chacun puisse se sentir un peu plus important que le voisin. Et on voit dans les IRM, quand vous avez un peu plus de likes que le voisin, quand vous en gagnez, votre système, votre sciatum vous relâche de la dopamine. Si vous perdez des likes, il vous prive de dopamine. C'est insupportable, donc il faut y retourner. Et là encore, c'est l'industrie du numérique qui tourne. Alors, je vais m'arrêter là sur la description de ces besoins fondamentaux. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont gravés dans des structures très très stables de notre cerveau, qu'ils ont tendance à nous pousser à continuer, qu'ils ont un gros défaut, c'est que ce système basé sur la dopamine a tendance à se lasser quand il obtient toujours la même chose, c'est-à-dire que si vous avez toujours le même partenaire sexuel, si vous avez toujours le même niveau d'équipement de votre voiture, si vous avez toujours le même nombre de likes, et bien au bout d'un moment, ce système va dire c'est fini la dopamine, je coupe les vannes, et donc si tu veux de nouveau du plaisir, il va falloir augmenter les doses. C'est un principe de croissance biochimique qui, moi, me fait fortement penser au dogme de la croissance qui a quand même irrigué l'économie occidentale, l'économie mondiale depuis plus d'un siècle. On n'arrive pas à se dépêtrer. Pour moi, c'est simplement le fait que quand on a la possibilité de saisir quelque chose maintenant, on n'arrive pas à se retenir à cause de ce principe de croissance neuronale. L'autre gros défaut de ce système profond de notre cerveau, c'est qu'il est aveugle au futur. Quand on doit prendre en compte des enjeux situés dans 20 ou 30 ans, c'est des enjeux lointains. Lorsque vous avez le choix entre prendre en compte un enjeu lointain ou se dire je vais avoir ma côte de bœuf maintenant, ou je vais aller surfer sur internet, commander des sushis, ou je vais m'acheter la dernière version du SUV super, et bien ce système dopaminergique vous pousse à choisir ce qui est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, situé dans l'instant. Ça s'appelle la dévalorisation temporelle. Ça a été étudié au début chez les enfants, dans une expérience qui est très connue, l'expérience du marshmallow. Vous pouvez voir sur YouTube qui est très drôle, mais les adultes fonctionnent toujours exactement pareil. Alors, avec tout ça, on est très très mal engagé, mais il y a des pistes quand même liées à la plasticité du cerveau, peut-être qu'on pourra les évoquer. Ce diagnostic que je porte sur le fonctionnement de notre cerveau m'a au moins ouvert sur ces quelques pistes-là qui sont faire intervenir notre conscience pour diminuer les doses de consommation tout en gardant autant de plaisir, je pourrais peut-être y revenir. Agir sur l'altruisme, que les je vais peut-être en parler aussi, l'altruisme qui est aussi capable de nous faire libérer la dopamine, et tabler sur la connaissance dont on vient de découvrir aussi qu'elle active aussi ce système ancestral, mais pour ça elle demande plus de temps, elle demande un temps long, et ça va être un énorme enjeu. Je ne préfère pas tout dire, j'ai pris beaucoup de temps, je suis désolé, mais voilà. Mais c'était super intéressant, c'était. Donc, effectivement, Tobias Roche, vous faites partie de cette chaire psychologique de développement durable à l'Université de Genève, et vous faites aussi des études sur ce système de dopaminergique qui a été évoqué par Sébastien Boller, et vous mettez aussi parfois vos victimes dans l'IRM, tout ça pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre cerveau, par exemple quand on achète une belle voiture. Exactement. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais faire partie de cette table ronde. Donc, comme c'est permis, nous on travaille dans le domaine de la psychologie du développement durable. Donc, on se pose jour et nuit, on met jour la question pourquoi face à cette situation actuelle, où on commence vraiment à voir les conséquences du changement climatique dans notre vie quotidienne, comment ça se peut qu'il y a actuellement très peu d'actions climatiques des gens. Et donc, pour essayer de trouver des questions, des réponses à cette question, on essaye de
comprendre les mécanismes du jugement et la prise de décision humain, de utiliser ça pour identifier les obstacles les obstacles sur le chemin vers plus d'action climatique, mais aussi de trouver des leviers qu'on peut utiliser pour promouvoir le comportement durable, pro-environnemental. Donc là, on m'a demandé de ne pas trop parler des solutions maintenant, mais plutôt des problèmes. Donc, je vais parler. Vous pouvez parler des solutions quand même aussi. Comment vous êtes orienté solution. Orienté. Non, mais c'est vrai que d'abord, il faut identifier les problèmes. Et moi, juste pour décrire deux problèmes fondamentaux dans notre mécanisme psychologique. Le premier, c'est assez proche à ce que vient de dire mon collègue qui a commencé à se plaindre de le fonctionnement de son cerveau, de notre cerveau. Et là, je suis assez d'accord que notre cerveau n'est vraiment pas optimisé pour gérer le changement climatique. Comme il a travaillé sur le système de récompense, moi je me focalisais donc sur notre manière de reconnaître les dangers. Et évidemment, le changement climatique, c'est le plus grand danger qu'on a confronté. En même temps, notre cerveau n'est pas du tout spécialisé pour traiter, pour reconnaître ce danger. Encore une fois, une perspective évolutionniste, imaginez les défis de Homo sapiens, parce que notre cerveau, c'est le résultat des aventures de notre évolution. Et quels étaient les dangers qu'on a confrontés? C'était, je ne sais pas, c'était des tigres, c'était pas avoir assez à manger. Donc, c'était des dangers immédiats et concrets. Des choses qu'on peut voir, entendre, sentir, toucher. Donc, on ne peut pas trop toucher les tigres, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, on est vraiment optimisé, on arrive à reconnaître ce genre de danger très rapidement. Le changement climatique, donc c'est quoi? C'est des statistiques. Hein. Maintenant, on commence à voir un peu les événements climatiques. Ok, il fait un peu plus chaud en été. Mais finalement, pour vraiment comprendre le changement climatique, il faut étudier les statistiques. Il faut suivre le développement des températures, il faut suivre le développement des précipitations pour reconnaître les patterns systématiques. Le problème, c'est que notre cerveau arrive à traiter les statistiques, mais il n'est pas très doué. Ce n'est pas quelque chose qui nous vient très facile. Et donc, plus important encore, ce genre d'informations de statistiques n'arrive pas vraiment à déclencher des émotions fortes. Et on sait maintenant que les émotions, c'est vraiment le mécanisme qui nous fait bouger. Il faut avoir peur du changement climatique, il faut ressentir de la colère quand ça ne bouge pas, il faut ressentir de la fierté quand on arrive à faire quelque chose. Sinon, on n'a pas la motivation derrière. Donc, pour ressentir les émotions, il faut personnaliser la chose. Parce que les émotions, c'est un signal qui nous indique que quelque chose est pertinent pour nous. Et donc, nous, on s'amuse aussi à faire des études en IRM fonctionnelle pour mieux comprendre vraiment le fonctionnement du cerveau. Et on a trouvé que les gens qui arrivent, quand on parle des conséquences du changement climatique, qui arrivent à recruter une région corticale qu'on utilise pour créer des simulations mentales de l'avenir. Donc les gens qui arrivent bien à recruter cette région et donc se construire vraiment une simulation réaliste de l'avenir, c'est les mêmes gens qui disent « Ah oui, je suis très préoccupé, ça me fait peur ». Donc là, vous avez des gens qui arrivent à ressentir ça comme quelque chose de personnel, et ça, c'est les gens qui bougent. Donc, une des grandes tâches, je pense, des chercheurs, des politiciens, des communicateurs, ou de vous, quand vous parlez à vos amis, c'est de créer ce lien entre le changement climatique et la personne. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Parce que c'est la seule manière à créer une connaissance qui est affectivement chargée, quelque chose qui vous fait bouger. Le deuxième problème, maintenant je parle des problèmes, c'est que c'est vraiment un défi énorme, même si vous pensez, ah oui, quand même, le changement climatique, c'est un problème et on devrait faire quelque chose. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme individu? C'est une tâche énorme. Ce que vous pouvez faire avec vos moyens personnels, ça ne suffit jamais pour résoudre la problématique. Et si vous pensez comme ça va créer un sentiment d'impuissance, de déni peut-être même. Donc, deuxième défi, c'est de communiquer aussi les solutions. Dire oui, il y a beaucoup de choses que tu peux faire en tant qu'individu, parce que s'il y a beaucoup d'individus qui le font,
on peut y arriver. Donc, je pense que le défi, c'est un peu ces deux éléments. Il faut bien transmettre que c'est un très très grand problème, mais il faut en même temps aussi transmettre qu'il y a des solutions. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir une communication fataliste. Et donc, peut-être après, dans les discussions, on va aller un peu plus en détail, parce que une des choses que nous, on essaie de faire, c'est de prendre aussi ces biais dopaminergiques, par exemple la recherche pour le statut social. On peut utiliser tous ces défauts du cerveau pour promouvoir le comportement pro-environnemental. Si vous parlez de statut social, pensez Tesla. Hein? Si vous pouvez vous permettre d'acheter un Tesla, les voisins seront aussi wow, on dira, c'est pas mal. En même temps, vous avez une voiture qui est un peu mieux pour l'environnement. En même temps, vous travaillez votre statut social. Donc c'est aussi un peu le défi de comprendre les biais, les défauts du cerveau, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ok, alors avec ça je m'arrête. Donc je me réjouis de notre discussion. Merci. La parole à Daniel Chapon, qui est professeur de littérature française à l'Université de Lausanne et membre de ce centre interdisciplinaire de durabilité de la même université. Et donc vous êtes plus sur la narration, c'est-à-dire la manière dont on se raconte l'histoire, notamment le fait, on s'est un petit peu parlé avant, que quand on se fait peur, à se dire voilà, dans 100 ans, ce sera la catastrophe, c'est une dystopie, et cette dystopie, elle nous fait peur, elle ne nous aide pas à agir. Voilà, mais je vais juste peut-être expliquer pourquoi il y a une professeure de littérature dans le centre. Mais personne ne se pose la question. Si, inconsciemment en tout cas. Oui, le centre interdisciplinaire de durabilité à Lausanne est très récent, hein, il a été créé il y a quelques mois, et avant la création de ce centre, il y a eu un appel à une journée de réflexion de la part de la direction de l'université pour réfléchir, quelle que soit notre faculté d'implantation, à ce que pourrait être un tel centre. Et j'ai participé innocemment, pas tout à fait, à ce workshop. Et en fait, il s'agissait de sélectionner de façon conjointe les thématiques principales qui pourraient faire l'objet du travail dans les années à venir. Et à ma grande surprise, à la fin de la journée, nous devions voter pour des thématiques, des petits tubes avec des jetons. Et la thématique qui est sortie en premier, c'est-à-dire fruit des votes de la centaine de professeurs issus de HEC, de droit, de biologie, de médecine, d'aménagement du territoire, de géologie, de sciences sociales, de sciences politiques, la thématique qui est sortie en premier, c'est récit et imaginaire. Jugez de ma surprise. Donc moi qui venais un peu innocemment voir ce qui se passait à l'université, je me suis retrouvée un peu embrigadée dans la thématique phare. Alors pourquoi en fait ça a un lien évidemment avec la question des comportements et de savoir qu'est-ce qui peut modifier un comportement. Et d'après ce que les camarades là ont déjà bien décrit, c'est qu'il y a finalement deux caricaturons, deux moteurs pour modifier les comportements. Il y a les causes, et là, soyons clairs, on met quelque chose dans l'eau potable, on distribue les comprimés à l'école, on met une petite substance dans le sel pour que chacun, causé par une substance chimique, agisse comme quelqu'un au pouvoir décide qu'il est bien d'agir. Donc on agit sur les causes. On modifie le cerveau, puis on sélectionne les cerveaux bien conformés, ceux qui arrivent à imaginer quelque chose. C'est-à-dire qu'on décide de sélectionner ceux qui sont aptes à avoir les bons comportements. Alors ça, c'est génétique, voilà. Ou bien, comme le bromure à la bonne époque dans l'armée, eh bien, on nourrit les gens avec la dopamine ou l'antidopamine ou je ne sais quoi. Ça, c'est agir sur les causes. Et puis, on peut agir sur les raisons. Ça, c'est l'autre manière de se comporter. Les raisons, c'est des discours, des représentations, des récits, de la conviction, des démonstrations. Et effectivement, là, toute la question de quels sont les bons discours, quelles sont les bonnes images, quelles sont les bonnes représentations se pose. En fait, vous la posez aussi. Et effectivement, on peut se dire que ça fait très longtemps en fait, que les artistes, que les romanciers, que les cinéastes
produisent des discours qui doivent, en tout cas, aboutir à la fameuse prise de conscience dont on a parlé, à la fameuse sensibilisation, tout comme les scientifiques eux-mêmes produisent des discours, de la pédagogie, hein, le mot est venu, il faut vulgariser, faire de la pédagogie, propager, diffuser les certitudes scientifiques, ça fait partie du discours, ça, c'est pas les causes. Hein. Parler des causes, en fait, c'est agir sur les raisons. Et puis, du côté de la fiction, mon Dieu, ça fait des décennies et des décennies que nous avons des films d'anticipation qui nous disent si vous ne faites rien, voilà ce qui va se passer. Et aujourd'hui, bon, il y a une grande palette, on pourrait en parler, de types de récits, de représentations d'œuvres d'art qui ont essayé depuis plus d'un siècle finalement, parce que tout ça est encore bien plus vieux qu'il y a 20 ans. Finalement, les premiers signaux et l'inquiétude datent de plus d'un siècle. On a vu tout de suite qu'on allait mal finir. Hein, à la fin du 19e siècle déjà, il y a des gens qui disent « Oula, le ciel de Londres, il y a quelque chose qui se passe. » Bon. Donc ça fait un siècle qu'il y a des représentations, etc. Mais pas plus d'efficacité. Hein. L'art, la fiction, les récits, les dystopies, les récits d'anticipation, vous avez tous été nourris à tout cela, vous avez encore les images en tête, mais nous n'avons pas bougé d'un pouce. Hein. Donc, ni le discours scientifique, ni le discours artistique n'a produit le moindre changement de comportement. On peut peut-être s'arrêter à son stade avant de voir s'il y a d'autres pistes. Mais sachez que, comme je suis spécialiste de littérature, ce dont je parle aussi, c'est les tentatives des écrivains et des artistes d'explorer de nouvelles pistes, puisque la question, c'est bien de produire des émotions, de produire des images, de se sentir concerné individuellement, parce que dans les fictions, c'est toujours des individus. Tout ça pour dire, pour essayer de transformer le savoir en action. Parce que ce qu'on n'arrive toujours pas à faire, c'est ce passage à l'action. Hein, Latour dit « nous savons mais nous ne comprenons pas ». Dupuis dit « nous savons mais nous ne croyons pas ». Mais en fait, peut-être que nous croyons, peut-être que nous comprenons, mais nous n'agissons toujours pas. Ils n'ont pas assez peur, disait Jonas. Heuristique de la peur, faisons peur. Les décennies où on nous fait peur. Nous sommes émus, nous ne passons pas à l'action. Donc, il y a vraiment un problème. On a l'impression que c'est presque une asymptote comme ça. Hein. On a l'impression qu'on poursuit toujours quelque chose d'autre, mais jamais le passage à l'action se fait. Et en fait, c'est bien cet endroit-là qu'il faut traiter. Et en tout cas, science et art, impuissance pour le moment. Évidemment, on attend politique. Ce qui est bien, c'est que, comme on a dit qu'on n'abordait pas les solutions, là, maintenant, on a envie d'entendre un petit peu des solutions, parce qu'on est vraiment sur le on est apocalyptique. Ce que je peux juste dire par rapport à ce que vous me disiez, c'est que du côté des journalistes, c'est exactement la même chose, et on a pu le voir aussi dans les films ou dans l'environnement, avec en 2006 Une réalité qui dérange, qui est vraiment un film tout à fait documenté, mais plutôt catastrophiste, et puis beaucoup plus récemment le film Demain, qui est un film axé sur les solutions, donc plus sur l'utopie. Et donc les questions se posent aussi dans les rédactions, pour nous de savoir si on devrait tout le temps parler de ce qui va bien, voilà, plutôt que parler de ce qui va mal, sachant que malgré tout, en tant que journaliste, on est censé dire ce qui se passe, et que les études, elles ne nous disent pas que tout va bien. Donc la question elle se pose aussi dans les rédactions, je pense pour tous les journalistes. On passe un peu aux solutions peut-être, qui se lance. Sébastien, là, vous avez évoqué quelques solutions tout à l'heure au salon de la connaissance, mais la connaissance, on voit que encore, tout dépend de la manière dont on la diffuse. Oui, je pense qu'il faut partir du fait tenace. C'est vrai qu'on tous autour de cette table, on a fait le même constat. Ça fait des décennies, c'est vrai que déjà au début du XXe siècle, les grands conglomérats
de mineurs, enfin d'exploitants du charbon en Angleterre disaient logiquement le CO2 va grimper, le climat va changer un siècle, donc on n'a pas plus de pouce. Moi je pense qu'il faut déjà se poser la question individuellement et savoir que, on le sait scientifiquement, on n'aime pas se restreindre, personne n'aime se restreindre. C'est quand même le gros problème. Qu'est-ce qui fait qu'on peut renoncer quelque part à du confort, à de l'abondance, à du plaisir, à de la jouissance? C'est quand même pas très à la mode. Puis il y a la question des libertés individuelles, on a l'impression quand même que la liberté, c'est aussi la liberté de faire ce qu'on veut, de prendre du bon temps, revenir à l'austérité, cette forme d'ascétisme, se dire moi-même, je vais prendre sur moi pour vivre différemment, déjà c'est dur. Je crois que c'est déjà 80% du problème et je ne sais pas comment le surmonter. Alors, si vraiment on se situe dans une optique personnelle, mais on verra que c'est loin d'être suffisant. Il y avait Alain Grandjean, économiste de la Fondation Nicolas Hulot, qui nous a fait une très, très intéressante conférence. Il disait aujourd'hui, les calculs montrent que si chaque foyer était vertueux, c'est-à-dire si chaque individu décidait de faire tout parfaitement, de ne plus manger de viande, de ne plus prendre l'avion, de ne plus prendre la voiture, d'isoler son logement avec tout ce que vous voulez, du liège partout, on résoudrait à peu près 15% des problèmes de la consommation énergétique mondiale, parce que c'est avant tout une question d'infrastructure, de déperdition dans le transport d'énergie, fabrication d'énergie, isolation des logements, exploitation pour les matières premières. Et les États ne prennent pas les mesures actuellement. Par exemple, il y a une situation de sous-investissement en France pour les infrastructures publiques, c'est-à-dire qu'on investit moins que ce qu'il faudrait pour entretenir les infrastructures. C'est-à-dire qu'elles se dégradent. Et alors que pour résoudre ce problème structurel, il faudrait des investissements positifs, massifs, pour une politique environnementale qui dépasserait le comportement de l'individu. Mais, je reviens à l'individu, quand même. S'il faut se limiter, qu'est-ce qu'on peut faire sachant qu'on ne peut pas vivre sans dopamine. Il y a des religions qui ont essayé de nous dire flagellez-vous, arrêtez d'avoir du plaisir, au bout d'un moment, ça craque. Ça a marché pendant un moment. Ouais. Et aujourd'hui, on sait par exemple dans le domaine de l'alimentation, le domaine des régimes restrictifs, 95% des régimes, ça se traduit par une augmentation de poids à l'arrivée, parce qu'on se restreint, on se frustre, et à l'arrivée, on craque et c'est encore pire. Donc il faut tenir compte de la nature humaine, on a besoin de notre petit shoot de dopamine, pour le dire crûment. Alors la question c'est comment est-ce qu'on peut l'obtenir par des moyens qui ne sont pas destructeurs. Alors la première voie, c'est en essayant quand même d'utiliser une partie de notre cerveau qui s'appelle le cortex, non pas seulement pour fabriquer des écrans en plasma qui sont très perfectionnés, mais pour rajouter de la conscience dans notre quotidien. La conscience, c'est, par exemple, quand on est en train de manger, c'est ne pas se mettre devant un écran, regarder son smartphone, regarder une série en même temps, parce qu'à ce moment-là, notre conscience, notre attention est captivée par des stimuli extérieurs, et donc n'est pas présente pour la scène dans l'assiette. Et donc on mange sans vraiment sentir le goût, et donc on compense par une quantité, machinalement, on en fait pas attention. Et d'ailleurs, toutes les études montrent qu'on mange à peu près 50-60% de fois plus devant sa télé que sans la télé. Donc il faut savoir que notre conscience est notre allié pour rajouter la présence à ce qui se passe. Et donc à ce moment-là, on peut commencer à avoir autant de plaisir, par exemple, avec moi. Décider, sans devenir forcément végétarien, de manger par exemple 3 fois moins de viande, avec 10 fois plus de conscience, 3 fois plus de plaisir mathématiquement. C'est pas une plaisanterie. Il y a des ateliers, par exemple à l'hôpital Sainte-Anne, qui ont été instaurés par Christophe André, qui est un psychiatre qui travaille beaucoup sur la méditation de la pleine conscience, qui a essayé d'aider justement des personnes en surpoids en disant la clé, c'est justement de savoir prendre le plaisir quand il est là. C'est pas une question de quantité. Donc, il y a une expérience qui s'appelle l'expérience du grain de raisin, que certains connaissent peut-être. C'est très simple, c'est qu'on fait circuler un petit sachet de raisin sec dans le groupe de participants. Chacun doit piocher un raisin sec. Et au lieu de l'avaler tout rond, comme on fait d'habitude à l'apéritif, il commence par le regarder. Il vient prendre conscience de ce que c'est qu'un grain de raisin. Ça a l'air un petit peu de la philosophie bouddhiste comme ça, mais attendez, là, super. Regardez le grain de raisin, vous vraiment l'explorez du regard. Déjà, il y a la sensorialité qui commence à se mettre en route. Vous voyez qu'il est ridé, qu'il y a un petit peu de pulvérulence à la surface. C'est pas de poésie, ça fait bien de convoquer des mots comme ça.
Et puis, vous le mettez dans la bouche, vous le sentez d'abord. Vous le sentez. Alors, il y a l'odeur du grain et puis là, on commence à avoir un peu de dopamine. Et bien, par l'anticipation du plaisir qui va venir, parce que la dopamine, c'est aussi dans l'anticipation. Ensuite, vous le mettez dans la bouche, mais vous ne le croquez même pas. Hors de question de la il n'est même pas le croquer. Vous faites tourner autour de la langue, ça dégage les arômes. Et puis, vous les détaillez par le pouvoir de la conscience. Vous savez, les sommeliers, qui sont des professionnels de la prise de conscience et de toutes les nuances gustatives qu'il peut y avoir dans le vin, développent des régions du cortex spécialisées dans justement la capacité à déceler ce qui passe inaperçu pour un palais ordinaire. Ça, c'est cortical, c'est la conscience. Puis après, le grain de raisin, vous le croquez un peu, vous faites sortir un peu de sucre, vous détaillez, là, c'est un petit peu acidulé, comme ça. Et puis tout ça, ça finit par durer un quart d'heure dans les ateliers. Et au bout d'un quart d'heure, les gens vous disent, j'ai l'impression d'avoir presque fait un repas. Presque. Mais en tout cas, pendant ce quart d'heure, il y a eu du plaisir, il y a eu du calme qui revient aussi. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais pour beaucoup de gens, manger, c'est un acte qui n'est pas rassérénant, parce qu'on se projette sans arrêt dans la prochaine bouchée, dans le prochain plat. Alors que quand on prend son temps, quand on se restreint un petit peu, on retrouve le contrôle de soi, on rentre dans une temporalité un peu plus longue, et puis les mécanismes de la satiété peuvent se mettre en route, parce qu'il leur faut quand même grosso modo une vingtaine de minutes. Et donc, en fonctionnant comme ça, on peut manger nettement moins, alors on a beaucoup moins de problèmes de poids au départ, et puis on peut avoir une alimentation plus raisonnée et découvrir le plaisir sans la quantité. Et ça, si chacun s'y mettait, alors là, ça changerait la face du monde. Mais alors, chacun ne va pas s'y mettre, ça c'est évident, déjà parce qu'il faut du temps, et qu'on n'a pas le temps. On est pris dans une société d'accélération, il faut manger vite, il faut travailler vite, on est sous pression constamment, donc c'est les automatismes du paléolithique qui reviennent, et puis on mange de façon totalement machinale. Mais au moins, ça nous montre quand même qu'il y a à la fois la dimension de la démarche personnelle et puis la dimension sociétale. C'est-à-dire que si on ne s'y met pas tous pour changer les notions de compétition, de concurrence, de pression du temps, d'accélération des rythmes de production, on ne pourra pas s'en sortir. Donc ça déjà, ça permet de s'observer en situation. La deuxième chose, c'est de se dire, si cette dopamine, on l'obtenait non pas pour avoir du plaisir pour soi, mais pour les autres. Alors ça paraît un petit peu béni-oui, le monde des bisounours, mais voici maintenant 2 ans, moi je connais cette étude-là parce que c'est celle qui m'a marqué, mais Tobias Roche m'a parlé d'autres résultats ici, une étude à Zurich sur le comportement des gens quand on leur donne de l'argent et qu'on leur dit vous pouvez en reverser une partie à quelqu'un que vous ne reverrez jamais, donc vous n'aurez pas le plaisir de la réciprocité, de la reconnaissance, non, pur altruisme. On leur donne de l'argent, vous pouvez le donner à quelqu'un que vous ne reverrez jamais, vous pouvez garder l'argent pour vous. Et puis on fait ça dans une IRM pour voir comment la cerveau fonctionne. Et on s'aperçoit déjà qu'il y a une grosse différence entre les hommes et les femmes. Parce qu'une majorité d'hommes dans cette expérience, publiée dans une grande revue, gardent l'argent pour eux. Et on voit lorsqu'il y a d'hommes, le système dopaminergique qui s'active à ce moment-là. Ils ont du plaisir parce qu'ils gardent l'argent. Bon. Mais une majorité de femmes décident de partager. Et ce qui est vraiment plus surprenant, c'est qu'on voit exactement la même partie du cerveau qui s'active, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment de la dopamine en partageant. Du vrai plaisir biochimique, quelque chose de solide. Hein. Comment c'est possible? Alors, il y a des hypothèses, c'est peut-être des hormones, c'est différent, c'est peut-être génétique. Ça n'a pas tenu la route à l'arrivée. L'explication qui a été retenue pour l'instant, c'est plutôt un déterminisme social lié à l'éducation. C'est-à-dire que quand on regarde dans toutes les régions du monde comment se passe l'éducation des enfants, on voit encore massivement que, en gros, une petite fille, quand elle partage, on la félicite. On lui dit c'est très bien, le courage. Alors qu'un garçon, on va le féliciter quand il se bat pour garder les choses pour lui. Il ne faut pas te laisser marcher sur les pieds, il faut être compétitif en garçon, voilà, c'est comme ça qu'il arrive. Donc il y a une très très grosse différence à ce niveau-là. Et ce qui est fondamental, moi, ce qui m'a frappé en découvrant cette étude-là, c'est que ça rejoignait exactement ce que je racontais sur les désirs primitifs issus du paléolithique, vous savez, le désir fondamental de statut social, qui nous fait libérer la dopamine de façon gigantesque. Et bien, en fait, chez les petites filles, quand on les félicite, qu'on leur donne du statut social quand elles partagent, on associe cette décharge de dopamine à un comportement altruiste. Ça veut dire que le système est plastique, ça veut dire, comme disait Tobias Roche avec la Tesla, on peut obtenir du statut social avec des voitures
un peu plus respectueuse de l'environnement, mais on peut aussi en obtenir, si on a été éduqué pour ça, si on a été formaté pour ça, mais formaté au bon sens du terme, on peut obtenir de la dopamine en partageant et en cessant d'être dans une logique d'augmentation perpétuelle de son propre ego, de sa propre consommation, de sa propre voiture, de son propre smartphone. Voilà. Ça, c'est quelque chose de fantastique. Ça veut dire qu'on pourrait arriver à créer des générations futures qui fonctionneraient différemment. Il suffirait de faire pareil avec les garçons au monde. Et il suffirait. Toutes les femmes ne se comportent pas comme ça. Je t'appelle à la souligner. Mais ça veut dire que tout le monde doit s'y être. Ça doit devenir une norme sociale. Les professeurs, les parents, la presse, le discours public, politique, les industriels, tout le monde doit commencer à dire la norme, ce qui est valorisé socialement. Les gens qu'on doit voir en prime time le soir à la télé, c'est pas forcément des footballeurs qui ont des Ferrari, mais ça va être des gens qui ont œuvré de cette façon-là. Donc la norme sociale, c'est probablement le seul ressort encore inexploré de l'humanité pour arriver à changer nos comportements. Ça a une force gigantesque. Et le problème dans lequel on est aujourd'hui, c'est le fait comment imposer cette norme de façon concertée. Personne n'a envie de se concerter parce qu'on est dans un marché concurrent. Le premier qui baisse la garde pour imposer une norme un peu moins invasive, un peu moins concurrentielle, se fait dévorer sur les marchés. Donc, c'est ce qu'on appelle la dilemme du prisonnier. Il faut en sortir, il faut trouver une façon. Voilà. Et puis la troisième voie que j'explorais sur la base de l'analyse du système de dopamine, c'était la connaissance. Donc, j'en ai dit deux mots tout à l'heure. Et des expériences à l'Université de Californie, il y a maintenant 4 ans, qui étaient assez intéressantes parce qu'elles montraient que des enfants qu'on met dans une IRM et à qui on pose des petits quiz de culture générale, des petites questions, combien il y a de satellites autour du Soleil, des choses toutes belles comme ça, mais pour activer leur curiosité, leur envie de savoir, leur envie d'imaginaire aussi. Là, on voit cette dopamine qui est libérée à la fois dans le système dopaminergique et dans leur hippocampe, qui est un centre essentiel pour la mémorisation. Donc ensuite, il mémorise aussi beaucoup mieux la suite du cours. Et ça veut dire qu'il y a vraiment une connexion entre le plaisir, pour lequel on est équipé depuis la nuit des temps, et la petite connaissance. Mais cette façon d'aller vers une société de la connaissance, elle ne se fait pas en 5 minutes sur YouTube. Il faut au moins 20 minutes, 30 minutes de concentration sur des supports à bas bruit, typiquement un cours magistral. Voilà. Et aujourd'hui, c'est très difficile de maintenir l'attention des élèves, surtout des plus jeunes, sans que des petits bruits, des petits clignotements partout, des vidéos, parce qu'ils ont constamment entre les mains des appareils qui activent leur attention de façon artificielle, avec beaucoup de bruit, avec beaucoup d'images. Et malheureusement, ça devient très difficile d'emmener les gens sur du temps long. Et alors, il y a des atouts pour ça, le récit, la narration, la bonne narration. Je pense qu'il faut vraiment qu'on exploite ce gisement de l'être humain en besoin d'histoire, d'imaginaire, réactiver les capacités internes d'imagination, d'imagerie mentale interne plutôt que de tout ce qui nous est projeté de l'extérieur. Voilà, ce sont 3 pistes sur lesquelles j'ai arrêté ma réflexion pour l'instant. Et je voulais le dire. Voilà. Alors, une piste de Tobias, au moins une de Tobias. On prend un peu de retard, il n'y a pas de conférence après nous, donc on peut prendre un peu de retard si vous tolérez. Et puis on viendra quand même aux questions si vous en avez, on ne va pas vous voler ce temps-là. D'accord. Donc, moi aussi, j'aimerais rajouter un peu d'optimisme par rapport à ma première intervention. Parce que même si on a des gens qui, depuis 100 ans, on parle des problèmes environnementaux et ça ne bouge pas, moi j'ai quand même l'impression que récemment ça commence à bouger. Et ça me rend optimiste parce qu'au niveau des nations, on a vu les accords de Paris, donc il y avait la majorité des nations qui se sont mis d'accord pour dire ok, oui, c'est un problème, il faut qu'on bouge. Et bon, avec l'exception d'un président un peu bizarre, tout le monde espère que ça sera, qu'il va entrer dans les livres d'histoire comme un petit accident, alors ça va bien, ça bouge. Une chose qui me rend encore plus optimiste, c'est les mouvements de la jeunesse. Vous voyez la petite Greta Thunberg qui a lancé un mouvement énorme et pour moi très intéressant aussi parce que moi je suis convaincu que c'est les émotions qui vont être le levier du changement. Maintenant on parle de la honte d'avoir pris l'avion,
de la fierté d'avoir pris le train. Et donc, si vous pensez que c'est les émotions qui font bouger les choses, ça doit vous rendre très optimiste. Une autre chose, au niveau de la recherche, en fait, je pense qu'on comprend de mieux en mieux les leviers de la prise de décision. Ce qui est intéressant, parce que moi je suis un peu placé entre neurosciences et littérature. En fait, on commence à comprendre que ce n'est pas deux systèmes complètement séparés, mais que ça interagit. On peut modifier le dopamine avec les narratifs, mais il faut aussi choisir les bons narratifs pour déclencher le comportement qu'on sait dont on a besoin. Là, mon collègue a dit, ok, on essaie d'induire la peur, et ça ne marche pas trop. On essaie de rendre les gens émus, et ça ne marche pas trop. Mais oui, parce que la peur, ça ne nous fait pas agir. Quand on a peur, on se cache. L'émotion qu'on veut induire, c'est la colère, c'est l'indignation. Parce que si vous êtes indigné, vous allez sortir, vous allez faire bouger les choses. Donc il faut aussi comprendre, ok, Homo sapiens, il fonctionne comment? Quel est l'impact de chaque émotion? Quelle émotion est-ce qu'il faut cibler? Donc moi, je dis à mes collaborateurs, on a besoin d'une danse affective. D'abord, il faut commencer avec la peur, oui, parce qu'il faut que tout le monde comprenne que oui, c'est grave. Mais après, on ne s'arrête pas avec ça. Après, on dit, ok, c'est grave, alors qu'est-ce qu'on fait? Et là, il faut se fâcher, parce que la colère, ça nous active. Donc, en intégrant ces deux lignes de recherche, je pense qu'on est en train de développer des stratégies assez intéressantes et prometteurs. Et je n'ai même pas le temps de parler de toutes ces stratégies de nudging, ces petites interventions qui font bouger les gens sans qu'ils s'en rendent compte, comme l'option par défaut. Donc maintenant, si vous allez sur le site des SIG pour choisir votre tarif d'électricité, normalement, il y a déjà le tarif vert précoché. Si ça vous dérange, vous changez pour le tarif nucléaire qui est un peu moins cher. Si vous dites, bon, ça m'est égal, je paye quelques centimes de plus pour protéger l'environnement, vous cliquez sur OK et c'est bon. Dans les études, on montre qu'en précochant cette option, on augmente le taux d'acceptation de 10% à 80%, parce que pour la plupart des gens, ce n'est pas vraiment une question fondamentale, mais ils disent, bon, si c'est précoché, ça me va. Et là, on peut faire bouger même les gens qu'on n'a pas convaincu émotionnellement. Les normes sociales, on va parler à mon collègue. Il y a une entreprise aux États-Unis qui imprime sur les factures d'électricité pas seulement la consommation, votre propre consommation, mais aussi la consommation de vos voisins. Et quand vous voyez, alors moi, oui, ça ne va pas, hein. La prochaine facture, ça sera déjà beaucoup mieux. Donc on commence à comprendre ces petits leviers qui font pas mal, parce que si vous dites non, ça ne me dérange pas que j'utilise plus que mon voisin, bon, vous continuez. Si vous dites bon, je veux quand même faire comme les autres, si je vois que tout le monde fait un effort, moi aussi je m'adapte. Donc ça aussi c'est assez bien, parce qu'avec ça, vous pouvez aussi toucher les gens qui ne sont pas encore convaincus, mais vous avez quand même déjà à adapter le comportement d'une majorité des gens. Et donc, c'est pour ça que je suis quand même assez optimiste. C'est un défi énorme, mais on est sur le bon chemin. Alors, est-ce que Daniel Chapon, vous êtes aussi optimiste? Parce que tout à l'heure, la présentation n'était pas très optimiste. Non, mais il fallait bien. C'était la version problème. Alors, juste pour dire que, du côté des artistes et de la littérature, moi je suis spécialiste de théâtre aussi, qui est aussi un médium important pour s'adresser au collectif. Eh bien, il y a des pistes qui entrent en écho avec ce que vous venez de dire, par exemple sur la question de développer l'attention. Parce que finalement, ce qui a été perdu un petit peu, beaucoup avec l'accélération de nos modes de vie, c'est l'attention aux choses. Donc comment, avec ces îlots de normalement quiétude que sont les lieux où on contemple ou consomme et là, ces œuvres d'art, eh bien, peut-être qu'il y a une place pour réélaborer, retrouver de l'attention. Et preuve en est aussi qu'une des pistes qui est explorée aujourd'hui en littérature, c'est peut-être moins la narration que la description, comme si la description qui a vraiment été le tabou de la littérature du XXe siècle, il y a une sorte de retour à cette capacité à décrire avec le bon vocabulaire, le bon niveau de précision du vocabulaire, pour retrouver finalement le goût
le goût de sentir des détails, en retrouvant les mots pour le dire, et le temps pour le décrire. Après, une phase où, par exemple, la poésie lyrique s'est mise au service de la déploration, de la perte des choses. Alors là, on est nouveau dans le négatif. Et il y a une phase où on a pensé qu'il fallait produire des élégies sur la disparition des oiseaux, des arbres, etc. Mais ça, c'est de nouveau là, un sentiment négatif. Donc, comment trouver des pistes qui aillent vers le développement de ce qui est positif comme énergie. Par ailleurs, j'aimerais faire un tout petit retour en arrière pour finir. En arrière, ça veut dire l'Antiquité. Pour se poser la question quand même des modèles que peuvent présenter les narrations, hein, parce qu'il y avait cette question de à qui on s'identifie dans le poste de télé. Mais les modèles qui étaient présentés dans les œuvres antiques, hein, étaient de deux sortes, soit les combinaisons de vertus intellectuelles. Hein. Il y a quelqu'un qui sait penser, qui sait planifier, qui sait ce qu'il fait, qui n'agit pas de façon idiote, mais il y a la question des vertus morales. Hein, il n'y a jamais l'un sans l'autre. Vertu intellectuelle, c'est quelqu'un qui sait calculer, qui est doté de pensée calculante, qui peut faire des démonstrations, qui peut généraliser, qui sait ce qu'il fait. Et puis il y a les vertus morales. Et ce sont les vertus morales qui déclenchent l'action. Hein, parce que ce n'est pas avoir des buts et avoir des moyens qui déclenchent l'action. Seules les vertus morales déclenchent l'action. Et la première vertu morale, et c'est un mot qui n'a pas encore été prononcé, c'est le courage. Plus positif que colère et indignation. Hein, la première des vertus, c'est le courage. Vertu hyper positive, dont nous avons besoin à toutes les échelles de l'action. Courage pour prendre des petites décisions quotidiennes. Courage des politiques pour surmonter leur peur de fâcher leurs électeurs. Non mais, et il en faut du courage, hein, parce que c'est eux qui ont plus peur aujourd'hui. Ceux qui sont en situation politique aujourd'hui ont peur non pas de la fin du monde, ils ont peur de leurs électeurs. Bon. Comment surmonter cette peur? Et ce qui est intéressant avec le courage peut-être, et là je prendrais une version un peu encore plus archaïque que l'Antiquité, l'existentialisme, le courage, c'est vraiment de se lancer dans une action que l'on sait dangereuse, sans être sûr que cela serve à quelque chose. C'est très important ça, hein, parce que finalement, si on attend d'être sûr que ce que je vais faire à quelque chose que ce soit, je suis sûr d'atteindre un but, hein, on me prouve que c'est bien et qu'on va y arriver, ce n'est pas du courage. Le courage, c'est de faire quelque chose sans savoir si ça va dans le bon sens, si ça va servir. Voilà. Et là, je vais revenir peut-être vers le négatif, mais peut-être qu'en termes d'exemplarité et de modèle, peut-être que ce n'est pas tellement dans les récits de fiction qu'il faudrait chercher, mais peut-être dans les récits historiques, pour aller rechercher des modèles historiques de comportements courageux. Quels ont été les comportements courageux dans des situations comparables à la nôtre? Est-il juste, je vais me risquer à le faire, de dire nous sommes en guerre, nous sommes occupés, nous sommes tous des collaborateurs. Nous sommes tous des collaborateurs de l'autre occupant, qui est le néolibéralisme, le capitalisme, la croissance, le monde économique. Nous sommes occupés et nous sommes tous collaborateurs. Quand nous prenons l'avion, quand nous achetons une voiture, quand nous mangeons trop de viande, juste pour parce qu'on en mange un peu pour sauver le fromage, etc. Et comment nous transformer en résistants? Résistants qui ne savent pas s'ils vont gagner ou pas. Mais nous devons peut-être juste valoriser notre action en disant nous entrons en résistance. Et peut-être les modèles de résistance, peut-être aussi Le silence de la mer, si vous connaissez le roman et le film, Le silence de la mer, c'est une famille qui doit héberger artificiellement. Ils ont juste décidé de ne jamais lui parler et de se taire. Voilà. Donc, non mais, petit, grand,
Et donc de dire, là on n'est pas en train de vous dire de vous restreindre, on est juste en train de vous dire que vous devez faire des actes courageux à quelque échelle, enfin à toutes les échelles où vous êtes possible de poser des actes courageux, et un deuxième, et un troisième, parce que c'est tous les jours, ça quoi. C'est une piste passionnante qui évoque une question là. Être résistant, je trouve qu'on retombe de nouveau sur le. C'est très intéressant sur ce que disait Tobias Walsh, c'est être résistant, on voit l'ennemi. Je pense que c'est ça de nouveau le piège. C'est plus difficile d'être résistant face. Alors, la question à la littéraire, quel visage on pourrait donner à la menace pour que ce soit plus palpable? Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à faire dans le domaine du récit? Donner corps oui, comment on pourrait faire techniquement? Vous avez une minute, hein, une minute. Non. Je ne sais pas, mais on a été capable, bien que Guillaume, l'être humain, a été capable d'attendre le grand soir sans le voir, d'attendre la révolution sans la voir, d'avoir Satan comme adversaire et de viser le paradis sans le voir. Donc l'être humain a été capable de donner sa vie pour des choses qu'il ne voyait pas. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas plutôt de ce côté-là, c'est-à-dire du côté de la révolution, ou pas d'utopie, parce que je ne sais pas comment la décrire, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de dire c'est Donald Trump, parce que c'est formidable de donner ce visage-là, mais c'est pas le vrai. Je crains que le visage de l'occupant, c'est nous. C'est ça notre problème. C'est notre petit cerveau, là, reptilien. À suivre. Alors, on va peut-être justement prendre une ou deux questions brièvement dans la. Ah, les mains se lèvent. Je ne sais pas comment on fait le micro. Vous pouvez parler fort, ouais. On va y aller comme ça. Non, mais je peux aussi Merci. Je voulais juste rebondir, donner ce visage à cet ennemi. En fait, je pense, dans tous les discours que vous avez faits et les actions que vous voulez faire, je pense qu'on pourrait donner comme image à cet ennemi les mangeurs d'enfants. Parce que si on veut procurer de la dopamine à grande échelle partout, je pense qu'il faut mettre nos enfants au cœur de tous nos débats et de toute l'éducation de demain et proposer à chaque parent, chaque adulte de dire qu'est-ce que tu vas proposer à ton enfant pour que demain soit meilleur. Donc je n'ai pas de question, mais c'était une réflexion en vous entendant. Voilà, c'est ainsi. C'était une petite réflexion aussi. J'étais très contente d'entendre Daniel à la fin parce que je trouve que c'est pas pessimiste que tu as dit à la fin. C'est pas parce que c'est nous, les responsables, que tu proposes tout de suite derrière justement de s'impliquer, de résister, des choses. Donc, pour moi, c'est OK. Et c'est d'autant plus OK que ce que tu racontes, je trouve que c'est beaucoup plus enthousiasmant, je m'excuse, pourtant je suis biologiste, que la neurobiologie ou les IRM et autres, parce que j'aime pas ce discours qui est trop simple, j'aime pas du tout qu'on raconte le comportement de façon aussi... Bon, je sais que le temps était court et que c'est pas facile pour vous, mais ça m'a fait penser à certains débats sur le gène de l'homosexualité, le gène de la religion. On allait mettre les gens dans une petite case et puis après, on passe à une autre étude. Je pense qu'il faut faire très attention. C'est important, la neurobiologie, le cerveau, c'est très important, mais ce qu'on raconte sur le cerveau aussi, il est vital. Et si on recommence à simplifier, à faire du réductionnisme avec le cerveau, avec des molécules comme la dopamine et point barre, ça va aider personne. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Je suis assez radicale de ce point de vue-là. Par contre, en alliant vos approches, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Voilà.
Moi, je voudrais revenir sur deux propos qui me paraissent assez contradictoires dans le fond. C'est que, en tout cas, M. Boller a parlé plutôt de l'idée de développer une valorisation des systèmes de coopération, collaboration, etc. Et à côté, j'ai entendu un autre discours de M. Roche, notamment sur entretenir la compétitivité autour du statut social. Et j'aimerais savoir comment on articule les deux, dans le fond. Autant je comprends la première approche, qui est de dire, dans le fond, on change radicalement de modèle et on prône de nouvelles valeurs à l'échelle d'une société, donc en premier lieu à travers l'éducation, pour que notre système, dans le fond, de récompense vienne récompenser des comportements qui sont des comportements allant vers les comportements à modifier. Autant je ne comprends pas la logique de continuer à entretenir la notion de compétitivité. Voilà, ça c'est le premier point, donc première question, sur comment dans le fond ça s'articule, et est-ce qu'il faut vraiment continuer à jouer sur la compétitivité. Ma deuxième remarque, c'est sur la question de l'ennemi. Dans le fond, l'identification de l'ennemi, je ne suis pas sûre qu'on est toutes et tous le même dans notre volonté d'aller vers le changement, voilà. Dans le sens où on a quand même une version de dire ok c'est le libéralisme, mais excusez-moi, Tesla c'est le libéralisme aussi. Donc du coup, quand on vient prôner la voiture Tesla en disant il faut changer nos comportements et choisir Tesla plutôt qu'une autre marque de voiture, j'ai une vraie question sur, on en a, mais une des difficultés peut-être collectives, c'est dans le fond, c'est de créer cette utopie et de dire de quoi elle est constituée. Et là-dessus, j'ai quand même l'impression qu'il y a deux grandes tendances, l'adaptation et puis la révolution peut-être. Yes. Bon, on va répondre, on imagine. Oui, donc merci pour cette question qui nous permet d'élaborer un peu notre manière de penser. Je pense exactement cette dichotomie dont vous parliez, c'est une réflexion du fait que les êtres humains sont différents. C'est comme ça, il y a des gens avec des motivations altruistes qui ont ce dopamine quand ils ont l'occasion de faire du bien. Donc il faut trouver des manières pour eux de faciliter l'implémentation de ces intentions. Il y a aussi des gens qui ne vont pas être capables de changer à ce point-là, qui sont fondamentalement plutôt orientés à une direction égoïste. Et la force de ces approches diverses, c'est de trouver des stratégies qui marchent pour chaque type de personne. Donc, moi, j'ai parlé de ce nudging qui marche avec des gens qui n'ont pas des convictions très fortes, qui sont ni pour, qui sont ni contre. C'est bien d'avoir une stratégie qu'on peut appliquer à ce morceau de la population. C'est bien de comprendre les gens qui sont convaincus que le comportement altruiste, c'est une bonne chose. Mais c'est aussi bien, au lieu de dire, ok, les égoïstes, on ne peut rien faire avec eux, on dit, bah, au moins achète un Tesla, parce que comme ça, tu peux augmenter ton statut social. Donc je ne veux pas dire que tout le monde doit acheter un Tesla, c'est plutôt le dernier ressort. Donc si tu n'es pas intrinsèquement motivé à penser que protéger le climat, c'est une bonne chose, au moins on peut faire un peu de judo mental, de motiver les comportements avec les autres bases motivationnelles. Donc c'est plutôt ça l'idée derrière cette approche qui propose aussi des choses qui semblent un peu contre-intuitives. Oui, moi j'avais juste dans mon esprit, sur ma petite fiche, dit qu'il y avait finalement aujourd'hui un grand discours sur les soi-disant qualités féminines du côté du soin. Je mets des grands guillemets pour les raisons dont on a parlé. Donc voilà, comme si les vertus féminines devaient l'emporter parce que la Terre est fragile, il faut la soigner. Donc en gros, féminisons toute la planète. Autre manipulation de nos quotas, peut-être intéressant. Mais justement, c'est pour ça qu'en symétrie, de dire il y a une vertu, avec beaucoup de guillemets viriles, qui serait le courage, et qui pourrait servir d'attracteur aussi pour dire finalement, il y a deux comportements valorisables, soi-disant sexués, mais enfin, il y a des hommes qui soignent et des femmes courageuses, bien entendu, et de dire que selon la pente, il y aurait des pistes de valorisation, c'est un peu dans le même esprit, mais peut-être sans action chez Tesla.
Ah, mais depuis hier, Porsche fait une voiture 100% électrique. Donc, voilà. No comment. Encore une ou deux questions. Il va y avoir 21h, donc on va même peut-être réellement demander une question. Oui, alors je suis pour la féminisation du monde, hein, ça fonctionnera sûrement beaucoup mieux, ça c'est sûr. La preuve, c'est que les hommes n'ont jamais été capables de faire quelque chose de bien jusqu'à maintenant, pourquoi pas laisser les femmes le faire? Je suis d'accord. Alors maintenant, pour parler de l'ennemi, l'ennemi qui serait en nous, en fait, déjà le seul fait d'acheter en France, c'est déjà de la mondialisation. Et ce n'est pas se préoccuper des gens qui travaillent en Suisse. Donc déjà ça, si on n'arrive déjà pas à régler ce problème qui nous touche pour la grande majorité des Genevois, c'est pas évident. Maintenant, il y a un autre point aussi. Vous avez parlé du film de demain. Ce soir à 20h30 au Cinélux, il y a l'après-demain. C'est la suite du film demain. Vous l'avez rappelé, non? Ouais, c'est vrai. Que les gens sachent qu'il existe. Une autre chose, le premier intervenant qui a parlé à un moment donné, vous voyez le résultat avec les Gilets jaunes qui ont protesté contre une taxe écologique, entre guillemets. Ils n'ont pas protesté du tout contre la taxe en tant que telle, mais bien contre les effets antisociaux que ça provoque. Mais il y a deux effets antisociaux. Le premier, c'est au niveau des gens, des working poor et de la classe moyenne, qui est obligé de prendre la voiture et qui lui coûte plus cher. Les gens qui n'arrivent pas à finir leur mois. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est aussi que 10% de cette taxe allait à l'écologie et 90% pour rembourser finalement l'ISF qui a été enlevé pour donner aux riches. Donc c'est ça, ce genre de truc qu'il faut bien comprendre et pas dire simplement qu'on est contre l'écologie. C'est pas du tout ça, bien au contraire. Alors, merci. Alors d'abord, je voudrais vous remercier pour une présentation qui était très complémentaire et j'ai trouvé complète les uns entre les autres et aussi même avec des questions, je trouvais que tout était très bien articulé. Après, effectivement, il y a un ou deux points qui ont été relevés comme la Tesla où je me permets de douter un peu de ce genre de solution, surtout quand on sait que la planète n'a pas encore assez de ressources pour mettre en place des panneaux solaires qui suffiraient à toute la planète, des choses comme ça. Mais voilà, ça c'est une petite aparté. Déjà, un grand merci. Moi, ce que j'ai peut-être pas entendu là-dedans, mais on l'entendrait quand on connaît cette notion, on l'entend, c'est toute l'histoire du processus de deuil. Quand on apprend vraiment ce qui se passe au niveau de la planète, on a un immense processus de deuil à faire, qui ressortait avec l'histoire des rêves. De se dire, voilà, il faut abandonner des rêves. Et les rêves, il faut en trouver d'autres. Et c'est en trouvant d'autres, je trouve qu'on peut aller de l'avant. Et dans le processus de deuil, on a une phase de déni qui est très importante, une phase de tristesse. Je peux vous dire, j'ai vécu l'année dernière, après Alternativa, justement, une conférence. Donc là, je parle avec mes émotions, hein, comme vous l'avez très bien dit. Une conférence sur les sociétés. La collapsologie. La collapsologie, voilà, qui m'a détruite pendant des mois. Et puis petit à petit, on apprend justement à voir comment on va de l'avant et qu'est-ce qu'on peut faire. Et au début, on se dit justement, c'est une montagne, on ne peut rien y faire, nous, un petit individu minuscule dans le monde. Et après, on voit justement ces différents mouvements qui viennent et tout. Et ces processus de deuil, des fois, on revient en arrière. Tout d'un coup, on se dit, je ne vais pas y arriver, je ne peux rien y faire. Et moi, ce que j'avais passé comme message, c'est que peu importe qui vous soyez, si à un moment vous doutez, allez voir des gens qui agissent. Agissez. Si on fait quelque chose, c'est ensemble, c'est le processus de masse aussi qui va aider les gens à agir. Et justement, je pense, avec la masse, avec toutes ces personnes qui vont dans la rue, qui manifestent, je pense que ça va amener énormément de dopamine. Et là, je le sens, je tremble, j'en ai plein en ce moment à vous dire ça. Il faut y aller, il faut se bouger. Et ensemble, on va la trouver, cette dopamine. Et tout ce qui peut nous aider à bouger, on va y arriver et on peut le faire. Et même si on ne sait pas ce qu'on aura à la fin, au moins on l'aura fait. Et ce que je trouve important dans tout ce que vous avez expliqué, c'est que ça permet aussi de se déculpabiliser un peu pour s'enlever de ce béton dans lequel on est coulé, on n'arrive plus à bouger. Ça nous permet de se dire, d'accord, bon, je suis responsable, mais pas tant que ça, parce qu'une partie c'est dans mon cerveau, je ne peux pas l'enlever, c'est primitif, mais je peux aller de l'avant quand même, et puis faire bouger les choses.
Voilà. Bonjour. C'est une question à vous trois, parce que vous avez parlé vous avez mis l'accent sur la dopamine et comment motiver les gens, comment motiver nos cerveaux. Mais vous avez aussi mentionné, par exemple, M. Goller, le dilemme prisonnier. Et comment vous croyez qu'on peut sortir de ce dilemme? Donc, le problème de la dopamine, vous avez donné des pistes, faire du judo, enfin, c'est une idée. Mais pour le sortir du dilemme du prisonnier, qu'est-ce qu'on peut faire? Le dilemme du prisonnier, en général, on ne s'en parle. Mais maintenant, je crois, pour l'instant, ce qui me paraît le plus convaincant, ça rejoint un peu ce que vous venez de dire, c'est l'idée de masse. C'est-à-dire qu'il y a des foyers quand même où c'est d'abord des nouvelles normes sociales. On avait parlé tout à l'heure de la honte de prendre l'avion, de la fierté de consommer de façon plus respectueuse. Ça, ces émotions, c'est des émotions morales qui aussi sont ancrées très, très profondément dans notre constitution psychique. Et qui sont des émotions sociales, des émotions morales, ça fonctionne en groupe. Et elles accordent aussi du statut social dans le groupe d'un à ceux qui les respectent, qui les honorent. Et en ce sens, voir des cercles concentrés comme ça qui s'étendent, par exemple, de communautés, ou même de pays entiers, où là, en convention, où la honte de l'avion se répand, par exemple, ça laisse entrevoir la possibilité qu'il y ait une forme de norme morale nouvelle qui s'auto-engendrerait sans forcément besoin d'une concertation entre différents États pour dire d'accord, on va tous se mettre d'accord pour baisser notre niveau de production et de consommation. À ce moment-là, on ressort vraiment du fonctionnement des sociétés, dans la capacité des nouvelles normes morales à s'étendre. Et quand même des exemples dans l'histoire de l'humanité, avec les religions par exemple. Les religions embryonnaires qui ensuite s'étendent par un pouvoir de contagion qui fait appel à quelque chose qui est de l'ordre du bien humain, du désir d'appartenir à un groupe en adoptant les codes, et de rêver de nous, parce que les nouvelles normes morales, ça véhicule, ça charrie aussi une nouvelle aspiration. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression, et puis, ça rejoint aussi la recherche qui est faite sur les nudges. Vous avez parlé tout à l'heure de la facture d'électricité. Par exemple, en Angleterre, il y a eu quelque chose qui a vu le jour, c'est les plaques vertes. C'est-à-dire que quand vous achetez un véhicule propre, jusqu'à présent, ça ne prenait pas tellement parce que la personne qui achetait un véhicule propre, ça coûtait plus cher, il avait l'impression que ça ne servait à rien, c'est je suis seul à le faire. Et l'idée du gouvernement d'accorder des plaques vertes selon certaines conditions à ceux qui faisaient l'investissement, ça permettait aux gens qui achetaient une voiture respectueuse de l'environnement, de voir les autres, de se dire je ne suis pas seul, et donc de cette façon se créer une petite fierté, et puis on peut commencer à voir, à partir de quel moment on voit que ceux qui ont des plaques à l'ancienne sont un petit peu déconsidérés. Il y a des moments où il y a des points de bascule dans quelque chose qui est presque de l'ordre de la thermodynamique de la société, qui là pourrait s'auto-propager et nous faire sortir du dilemme des prisonniers. Alors bonjour, petite question, il y avait des applaudissements. La réponse, je sais. D'abord, merci du coup pour la présentation. J'ai une question concernant les émotions. Vous avez parlé des émotions qui permettent d'avancer. Vous avez parlé de la colère, vous avez parlé aussi des vertus, dont le courage, qui permettent vraiment de mobiliser l'action. Mais il y a une émotion qui a reçu un très mauvais accueil ici, c'est la culpabilité. Et comme j'entends la culpabilité, c'est vraiment une manière de conscientiser en fait, son action pour la réguler. C'est-à-dire on a fait des choses finalement, une faute morale, on remarque, on s'excuse, et puis ensuite on répare cette faute. Et c'est vrai que, venant déjà de votre génération, on entend peu de culpabilité, il y a même une incitation finalement à la non-culpabilité. Et puis politiquement, institutionnellement, ce qu'on voit, c'est plus une forme de déni et d'inaction. Du coup, j'ai envie de comprendre un peu quel est votre ressenti, enfin, est-ce que vous vous sentez coupable? Comment est-ce que vous
percevez-vous cette culpabilité? Et pourquoi en fait cette culpabilité? Qui doit répondre? C'est pas que je ne sais pas quoi répondre, c'est que je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Là, on a beaucoup mis l'accent sur la charge individuelle. Hein? Donc, on a tous encouragé la prise de conscience individuelle, l'action individuelle, ça finira bien par faire coller, faire basse, etc. Mais on a dit, même si nous étions tous vertueux, 15%. Quid des 85? Les 85% restants. Et là, il y a bien un changement d'échelle. Et là, effectivement, ce changement d'échelle, eh bien, il est accessible à ceux qui ont en main le pouvoir. Tout type de pouvoir, institutionnel, universitaire, politique, etc. Il est accessible, mais on a dit effectivement, ces gens-là sont peut-être ceux, c'est-à-dire nous, hein, les quinquagénaires, c'est ceux qui sont au pouvoir, et c'est donc nous qui avons le plus peur, parce qu'il est attendu de nous autre chose que des interventions individuelles. Et là, je pense aux universités en particulier. Qu'est-ce qu'une université peut faire institutionnellement? Elle peut se réfugier derrière sa mission, qui est de produire du savoir. L'autre mission en tant qu'université, c'est de produire du savoir, de produire des connaissances. Et donc, on le fait. Mais je viens de dire, savoir, ça ne suffit pas. Alors, comment est-ce que les universités, en termes, si elles s'engagent pour la durabilité, peuvent continuer à juste dire, moi, mon job, c'est de faire du savoir, tout en obéissant par ailleurs à des normes de compétitivité, d'accélération, de benchmarking et tout un point purement néolibéral au demeurant dans le fonctionnement en termes de management, on n'est pas top non plus, bref. Donc voilà, déjà, parlons, si on est dans des universités, est-ce que c'est le seul pouvoir qu'on a là, nous trois, là, la RTS, je ne viens pas, est-ce qu'en tant qu'université, on fait ce qu'il serait attendu de nous politiquement? Je ne pense pas que créer des centres et des chaires, cela suffit. Le reste, je garde pour mon université. Et c'est très clair. Nous ne nous sentons pas coupables, nous, mais nous nous sentons coupables de ne pas agir là où nous sommes. J'ai dit, chacun doit agir à son échelle. Or, être professeur d'université, c'est une échelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait en tant que professeur d'université, en tant que doyen de faculté, en tant que recteur d'université, je pense. Je voudrais peut-être encore rajouter quelque chose par rapport à ces 15% qui peuvent donner l'impression que oui, même si tout le monde ici change son comportement, ça ne va pas sauver le monde. Non, évidemment, ça ne va pas sauver le monde. Mais on voit que tout est interconnecté. Et moi, je vais juste raconter une petite histoire. J'étais récemment à Lausanne, à une conférence organisée par l'IPAN, aussi sur le développement durable. Ils ont invité quelques acteurs un peu inhabituels, y compris le président de Nestlé. Ce n'est pas vraiment quelqu'un qu'on associe beaucoup avec le développement durable. Devant le bâtiment, il y avait les manifestants, il y avait les jeunes, il y avait Greta et tout. Après, ils ont invité les gens sur scène avec le chef de Nestlé. Et lui, il a dit, un peu plus élégamment que moi je le dis ici, mais il a dit, finalement, on voit que vous êtes en train de râler, et parce que vous êtes en train de râler, nous, on a besoin de changer nos comportements. Votre fameuse prise de conscience. Donc, il était un peu... il n'était pas intrinsèquement convaincu, mais il a compris qu'eux aussi doivent s'adapter. Donc, si nous, on adapte notre comportement, ça aura des effets aussi chez les autres acteurs
qui doivent agir. Donc les 15%, c'est pas que les 15%, mais ça se distribue. C'est juste pour relativiser un peu la culpabilité dans nous, seul, on n'arrive pas, c'est pas que l'individu qui peut changer, mais si on change, ça va faire bouger aussi les autres changements. Ça, il faut garder ça en tête. Le dernier micro. Merci. Je voulais faire deux remarques. La première, c'est il y a quelques mois, c'était pendant la semaine du cerveau ici à Genève, il y avait une présentation qui parlait spécifiquement de la coopération chez les primates. Et puis, ces premières slides, c'était très emblématique parce qu'on voyait un graphique dans lequel l'estimation des chimpanzés de 200 000, l'estimation des gorilles aussi environ 200 000, les orang-outans 100 000, et les homo sapiens 7 milliards, 600 milliards. Et cet extraordinaire succès serait dû à nos capacités de coopération. Donc si on a été capable d'aller sur la Lune, si on est capable d'inventer des centrales nucléaires pour tout le monde sans penser, ou la bombe atomique, pire que ça, je pense qu'on est totalement capable de coopérer pour faire face à la situation actuelle. Donc, je pense que c'est juste pour la partie optimiste. Hein. Les capacités, on les a. Il faut juste se mettre au boulot. Il faut juste coopérer ensemble, agir, comme vous l'avez dit, là où on peut agir, dans nos sphères directes d'influence. C'est la relation autour de nous, c'est notre famille, c'est nos conjoints, c'est nos enfants sur nous. Vous parlez des deux sens, je vais encore ajouter que souvent on oppose en littérature ou en philosophie, tous les grands courants parlent de changer le monde ou se changer soi-même. On doit faire les deux, parce qu'en se changeant soi-même, on change le monde, et en cherchant à changer le monde, on se change soi-même, évidemment, et on participe à changer les autres. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un moment où vous allez vouloir aller vous coucher peut-être? Oui, c'est ça. C'est l'estomac qui parle chez nous. On revient aux motivations initiales. Juste pour, dans cette semaine alternative, pourquoi il circule en Genève maintenant les trams où c'est écrit dessus Génération EasyJet? Ça, je ne peux pas comprendre. Il n'y a pas quelque chose qui cloche. Vraiment, c'est ensemble. Génération EasyJet, c'est le contraire de ce qu'on dit ici. Alors, c'est vraiment dommage. Ça ne devrait pas se passer comme ça. C'est le début de la colère, c'est bien. Je pense qu'il y a quand même un mouvement qui va vers un décollage. Pas un décollage, peut-être un décollage de la salle. Bonsoir, merci pour la qualité de vos interventions. Alors, il y a deux choses qui nous préoccupent. C'est au niveau, on n'a pas parlé des ethnies ou des peuplades qui sont dans l'Amazonie, dans les forêts indonésiennes, qui ont le même type de cerveau que nous, si je comprends bien. Eux aussi ont donc besoin de cette dopamine. Comment se fait-il que certaines civilisations qui ont pu conserver une certaine harmonie entre le milieu naturel et la société et les humains? Donc, comment se fait-il, M. Boller, que ces cerveaux dans ces communautés font que les gens n'ont pas passé ce cap de course n'ont pas cette boulimie de consommation,
de tout ce que vous avez décrit. Et donc ça, c'est ma première question. Est-ce qu'il y a eu des études là-dessus? Pourquoi il n'y a pas eu d'un seul coup ce virage déraisonnable? Et ensuite, ce qui m'irrite, le deuxième point aussi, c'est toute cette publicité sur les produits verts. C'est-à-dire que tous les produits verts, en fait, c'est aussi de la consommation. Et en fait, c'est ce qu'on voudrait arrêter. La consommation, c'est l'épuisement des ressources naturelles, les voitures vertes et tout ce qui est vert, l'énergie verte, c'est pas vert. Comme dit Aurélien Barraud, la manière d'être vert et d'avoir un développement durable, c'est de cesser de consommer. Voilà, donc c'était les deux points qui me titillent un petit peu. Et j'aimerais bien avoir votre opinion. Le premier point est essentiel. Qu'est-ce qui s'est passé avec la civilisation? En gros, il y a 3 000 ans, les premières civilisations du bassin méditerranéen, au Moyen-Orient. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des grandes sociétés qui sont créées, c'est les premières cités, c'est des centaines de milliers d'individus. Vous avez eu la monnaie, vous avez eu le début des instruments, des échanges commerciaux, et puis peu à peu la montée de la technologie par la coopération justement de grands réseaux de milliers, dizaines de milliers d'individus qui ont accouché finalement l'ère industrielle. L'ère industrielle, c'est ce qui nous a donné justement tous ces moyens consuméristes d'alimenter au départ ces besoins simples. Les populations que vous mentionnez dans l'Asie, par exemple, ce qu'on appelle les chasseurs-cueilleurs. Eux, ils sont restés sur des modèles de groupes humains plus petits dans lesquels vous n'aviez pas en général ni monnaie, ni métallurgie, ni industrie. Donc tous ces moyens d'exploitation qui sont venus là-dessus, l'exploitation de la terre, l'exploitation de l'animal, ensuite développement électronique et moyens de transport, ne s'est pas fait pour ces besoins-là. Donc quelque part, ils ont été protégés de ça par une limitation liée. Il y a la façon de l'organisation sociale et la limitation des groupes humains. Et à ça s'est ajouté une trajectoire anthropologique qui fait que leur modèle, leur vision du monde n'est pas une vision de domination de l'homme sur la nature, à la fois parce que c'était une tradition, à la fois parce que les moyens industriels n'étaient pas là pour le permettre. Deux qui jouent. Et dans ces sociétés-là, l'homme et la nature n'ont pas divorcé, comme nous l'avons fait occidentaux grâce à la technologie. Et ça a amené aussi à des modèles de représentation sociale très différents, puisque dans certains de ces peuples de l'Amazonie, par exemple, le statut social est accordé à celui non pas qui s'enrichit, mais à celui qui donne le plus aux autres. Donc tout est très différent. Mais il y a une dimension historique. C'est vrai que c'est le même cerveau, mais historiquement, le cortex humain chez nous occidentaux a donné des sociétés capables d'élaborer des technologies gigantesques qui nourrissent ces désirs, mais qui sont limites, c'est la guerre, alors que chez d'autres, ça ne s'est pas fait. Alors sur la question du verre, oui, le verre, le greenwashing, c'est un grand sujet, c'est sûr. Donc, je suis d'accord avec Aurélien Barraud. Après, il vaut peut-être mieux. Je ne dirais pas jusqu'à la tête. Non, mais c'est vrai, je suis tout d'accord avec vous. Il faut se regarder en face. Il faut quand même regarder ce qu'on a sur l'étiquette, parce qu'il y a la question de la filière de production qui compte quand même. Si on peut consommer local, si on peut être en contact avec les producteurs, c'est quand même mieux que si on est dans la grande distribution et puis c'est des agricultures intensives qui stérilisent les sols, qui fonctionnent avec des semences monoclonales, enfin c'est horrible. Et en revanche, quand on dit de ne pas consommer, comme on est des êtres humains, on est quand même obligé de consommer à un certain niveau. On est obligé de manger, on est obligé de se vêtir. Donc ne pas consommer, c'est aussi un slogan qui est une logique. Consommer, ça suppose que ce que je vous propose, c'est pour ceux qui n'ont pas mangé d'aller consommer de la nourriture. Donc merci beaucoup pour votre attention.